Après un début d'année clairement insipide avec rien d'intéressant, rien de transcendant, mais merci Guillermo del Toro d'être là, quoi. Merci, un grand merci, ça fait du bien, ça vient limite soigner un peu, hein, ça vient soigner les cœurs. La forme de l'eau. Film génial, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu un aussi grand film. Mon dernier coup de cœur remonte à Coco, c'était il y a quelques mois, c'était il y a 4 mois, 3 mois, donc c'était il y a pas si longtemps, mais ça relève quand même du film d'animation. La forme de l'eau, c'est incroyablement extraordinaire, c'est waouh, waouh. C'est aussi super perché, faut le savoir, hein. C'est un truc presque tordu. Je suis allé le voir hier soir. Depuis hier soir, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai les chansons dans la tête, j'ai les musiques du film qui sont vraiment magiques, qui sont superbes, de Alexandre Desplat, un compositeur français. Super, vraiment merveilleux. Dans ce film, on a une distribution que je connais pas forcément, plus ou moins connue, donc avec Sally Hawkins, qui est donc l'héroïne du film, Michael Shannon, qui est le mec qui jouait Zod, je crois, dans Batman vs Superman. On a Octavia Spencer, qui est une actrice, enfin c'était l'actrice que je connais le plus, et encore, j'ai pas vu beaucoup de films avec elle, mais je la connaissais avant le film. C'est plus ou moins la seule actrice que j'ai vraiment reconnue. On a le mec qui joue Griffin dans Men in Black 3 que j'adore, Michael Stuhlbarg, voilà, qui fait un très très bon personnage, vraiment un personnage super complexe, vraiment enrichissant dans le film. Mais de toute façon, tous les personnages sont vraiment hyper complexes et très intelligents, très bien insérés dans un récit qui associe poésie et plein de choses à la fois. Et donc voilà, Doug Jones, je crois, qui joue la créature. Alors avant de commencer l'analyse, autant dire que la place est vacante. Il n'y a personne. Qui va à la chasse perd sa place. Et quand je parle d'une place, je parle de la place de Tim Burton. C'est fini, mec. T'es fini. Clairement, avec ce film, ça vient m'annoncer que t'es fini. Je suis dur. Là, je suis super dur parce que j'adore Tim Burton. Mais il a intérêt de se réveiller parce que là, Guillermo, c'est le mec. C'est le mec dans le même registre. Ça fait un moment déjà qu'ils jouent dans la même cour, hein, les deux. Hein. Il y en a un qui grandit au génie. Il y en a un qui s'épanouit, qui devient vraiment un dieu dans la matière. Hein. C'est le conte de fées pour adultes, clairement. C'est le conte de fées pour adultes par évidence, avec le labyrinthe de Pan qu'il avait déjà fait. Crimson Peak, c'est un petit peu plus mitigé, mais moi personnellement j'avais adoré et on retrouve des éléments vachement intelligents. Et la marque de fabrique de Guillermo del Toro, qui est toujours très présente dans la forme de l'eau, j'ai encore très peu parlé du film en soi, mais putain, faut déjà remonter à tout ça pour te dire que oui, le mec il est grand, quoi, il a du génie. Et je te dis, Tim Burton à côté, ça vaut plus un clou, quoi. Ça vaut vraiment plus un clou. À part les films qu'il a fait au début des années 2000, les années 80 et 90, moi depuis Dark Shadows, que j'aimais bien, et je sais que j'étais le seul, donc même Dark Shadows on peut pas vraiment le compter dedans, il n'y a plus rien d'intéressant chez ce mec, quoi. C'est Guillermo del Toro maintenant qu'il faut suivre. Alors là, pour les Disney fans aussi, ceux qui regardent peut-être les critiques, je sais qu'on parle depuis aussi un bon moment de Guillermo del Toro pour qu'il réalise une version de Haunted Mansion qui soit très différente de la version de 2003 avec Eddie Murphy. Purée mec, combien de temps tu vas encore attendre avant de nous la servir, ce Haunted Mansion qui allierait certainement un peu film d'horreur et humour noir. Il a les éléments en main, il nous a déjà montré Crimson Peak, là il nous a montré comment il associe l'amour avec une créature monstrueuse des profondeurs, enfin c'est magique quoi, le mec, putain mais c'est du Disney adulte bientôt quoi, c'est le Disney un peu perché, un peu fou, un peu dingue, mais clairement, oui, c'est ce mec là, pour moi il est passé au-dessus de Tim Burton, mais vraiment au-dessus, c'est le constat de ce film. C'est le constat de ce film. Donc ouais, c'est un énorme coup de cœur. Alors le synopsis, ça se passe donc pendant la guerre froide aux États-Unis à Baltimore, dans une espèce de centre de recherche spatiale, laboratoire, etc. Dans lequel notre héroïne Elisa, qui est une femme de ménage, donc passe le plus longtemps sa journée à balayer, à nettoyer, etc., etc. Et puis vient un jour où dans un des laboratoires assez secrets, arrive une créature vraiment très, très secrète, très mystérieuse pour le gouvernement. Et elle est une des rares personnes, après, en passant au laboratoire pour nettoyer derrière les scientifiques, à pouvoir interagir avec cette créature. Et elle découvre donc que cette créature est maltraitée, fait l'objet d'expériences au nom de la science et au nom de la recherche spatiale, puisqu'on est en pleine époque aussi de la recherche spatiale, pardon, du côté soviétique comme du côté américain. Et donc du coup il y a des petits clashs aussi forcément, il y a aussi des agents infiltrés russes sur le terrain, et ça donne la forme de l'eau donc avec cette créature qu'on cherche à faire évader, puisqu'aussi il y a une relation assez amoureuse qui va naître
très bizarre, entre cette femme et cette créature unique. C'est un sans faute magistral. Me concernant, c'est encore une fois une critique très subjective, mais pour le coup, j'ai vraiment regardé que des avis, pas des critiques, que des avis, mais on a tous l'air d'être vraiment d'accord. C'est un putain de chef-d'œuvre. 13 nominations aux Oscars. Il va forcément en remporter, allez, 2-3. Il y en a au moins 2-3, et ça, ce serait vraiment, je pense, ce serait le minimum. Mais c'était génial, c'était ouf, c'était putain de géant. Parce que ça transmet tellement de trucs, tellement de trucs. Je sors pas de ce film en me disant, putain, j'ai passé un bon moment, je vais le revoir, je vais adorer. Mais je sors de ce film en me disant, mais c'est quoi ces trucs qui m'a transmis? C'est bizarre, c'est chelou. Les ondes qui balancent, la transmission, ce qui retranscrit, l'univers qui te propose, il est putain d'intrigant, il est putain de bien fait, je veux dire putain à toutes les sauces. Putain. Il est Guillermo del Toresque, complètement. On dirait presque aussi un peu du Stephen King dans l'apparence. Alors je sais pas si c'est adapté d'un roman, parce que comme je l'ai dit, il faut aussi une petite touche un peu adulte. Un petit peu sanglante, on va dire, parce que, enfin voilà, c'est pas un film d'horreur, hein, pas du tout, c'est pas non plus un thriller où ça joue pas sur du gore, etc. Mais il y a quand même ce petit côté, voilà, un petit peu, voilà, la créature blanche par exemple du labyrinthe de Pan. Doug Jones d'ailleurs était, enfin c'est aussi un des mecs qui travaille beaucoup avec Guillermo del Toro, puisqu'il a fait différentes créatures comme le faune, la créature blanche dont le nom m'échappe. Il a dû en faire d'autres, hein, je les ai pas comme ça en tête. Mais voilà, c'est un peu le Andy Serkis de Guillermo del Toro. Sauf que lui, les costumes sont beaucoup plus physiques, je pense, hein, parce que le faune, pareil, était très physique. Il y a peu de CGI, il y en a un petit peu, je pense, sur le costume de Latou. Ça s'appelle Latou, cette créature un peu amphibienne. Mais clairement, on a quand même un jeu d'acteur avec des mouvements qui sont perceptibles, je veux dire, en vrai, en physique. Et il doit y avoir quand même beaucoup de maquillage et beaucoup de costumes. Derrière quelques effets numériques. Sally Hawkins, c'est un truc de fou parce que là, comme je l'ai dit, le casting prend pas le meilleur, enfin en tout cas prend pas le plus connu. C'est clairement pas un casting qui est venu là pour cachetonner. C'est vraiment des gens hyper performants par contre. Parce que, comme je le disais, il y a cet aspect conte de fées qui fait qu'on est quand même sur un plan, sur une idée de prince et princesse. C'est vraiment une des premières phrases du film. Et la princesse, elle a 40 piges. C'est une femme de ménage. C'est pas une bombasse, faut se le dire clairement. Et l'ambiance de ce film, l'histoire, les plans, la mise en scène, magnifique. Le jeu de l'actrice, son regard, le fait qu'elle soit muette, je vais en reparler aussi, qu'elle ait vécu certaines choses, qu'elle soit discrète, bien intentionnée, enfin je veux dire, elle est polie, elle est gentille, elle est jolie. Bah tout ça fait que la princesse, elle va naître au cours du film. En tout cas, je veux dire, c'est l'évidence même. On la recherche pas, cette princesse. Elle a peut-être 40 piges, elle est femme de ménage, comme je l'ai dit, mais elle est directement là. Tu sais où elle est, t'as pas à la chercher, et tu le comprends vite fait. Le prince, c'est pareil, hein, il a une sale tronche, il est bizarre, il parle pas, il est sauvage, mais l'air de rien, ça sonne comme une évidence. Comme je l'avais dit pour Coco, ce genre d'histoire, forcément, fait écho à quelque chose qui ressemble à une fable. C'est vraiment presque historique, ce serait comme un mythe, et à la fois c'est fantastique dans le genre un peu SF, mais pas trop, faut vraiment que ça reste très conte de fées, et ça Guillermo del Toro te le fait super bien. Et en dehors de ça, parce qu'on a quand même beaucoup plus de scènes, on va dire, sur le monde terrestre que sur le monde aquatique, on a beaucoup plus de scènes mettant en valeur des personnages humains, plutôt que cette créature amphibienne qu'on voit peut-être un quart d'heure, 20 minutes dans le film, enfin voilà, qui est présente à l'écran peut-être un quart d'heure, 20 minutes dans le film, à peine plus. Mais sinon, toutes ces scènes justement sur la terre ferme développent à la perfection aussi certains personnages. Je parle de son voisin, sa meilleure amie qui est une véritable pipelette, contrairement à elle. On a vraiment un contraste entre celle qui n'arrête pas de blablater et celle qui ne peut pas parler. On a toujours cette dualité, je pense que c'est ça qui fait que c'est extrêmement bizarre, c'est très étrange. On a une femme qui a ce petit côté enfantin, elle ressemble un petit peu d'ailleurs à la petite fille du labyrinthe de Pan dont le nom m'échappe. Non, je me souviendrai pas de son nom, mais elle se ressemble un petit peu, je trouve. Elle a ce côté enfantin, ce côté innocent, vu qu'elle a subi pas mal de choses au cours de sa vie. Enfin, c'est à peine évoqué, mais on le comprend, quoi. C'est une meuf qui a morflé, qui a du vécu, et qui est un peu vieille fille, malheureusement, mais elle a ce petit côté enfantin. Et à côté de ça, on voit que elle vit presque en colocation avec un vieillard homosexuel, donc, et qui se l'avoue pas tellement. Hein. Et à côté de ça, la meuf est amoureuse d'un poisson. Je veux dire, purée, mais comment c'est difficile de faire un film en prise de vue réelle en partant de ça. Rien que ça, ces 3 personnages. À côté de ça, t'as un espion russe infiltré, t'as un mec qui se fait bouffer ses doigts, il pourrisse au cours du film, et c'est lui le méchant parce que c'est un mec qui veut ouvrir en deux la créature. Enfin, je veux dire, il y a des personnages, tu te dis, mais c'est des opposés, c'est des contraires.
C'est des personnages qui ont rien à foutre dans le même film, et Guillermo del Toro arrive à te les rassembler sans que ce soit étrange, en te disant c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est voulu, et ça se colle tellement bien dans le contexte. Ils interagissent tellement bien entre eux, il y a tellement des bonnes interactions, des bons délires. Je pense qu'il faut peut-être même être un petit peu perché concrètement pour apprécier le film. Quelqu'un qui aura une approche trop réaliste, trop terre-à-terre, trop fermée à l'imagination, à l'imaginaire des contes de fées, etc. Pour quelqu'un qui aime bien Disney comme moi, les parcs surtout, bah, ça n'a pas été compliqué, c'est vrai que ça c'est une vraie merveille, c'est un vrai chef-d'œuvre. Mais peut-être que le film va un peu bloquer à ce niveau-là, c'est que ça allie quand même l'étrange d'une façon qu'on ne peut pas du tout juger comme mauvaise, hein. Clairement, là, ceux qui n'aiment pas n'aimeront pas pour leurs bonnes raisons à eux, mais le film n'en est pas pour autant raté, n'en est pas pour autant bizarre dans sa fabrication. C'est le contenu qui est bizarre, c'est seulement le contenu, mais c'est ce que veut être le film, mais c'est ça qui fait naître aussi un peu la passion, de se dire, bah purée, mais comment c'est possible, comment ça avance, pourquoi elle aime cette créature. Et finalement, comme je vous l'ai dit, tous ces personnages un peu contraires, en tout cas Elisa et la créature, font qu'au final ils se rassemblent beaucoup, puisqu'on parle d'un monde aquatique. Les poissons n'émettent pas de son, pour la plupart, j'en vois aucun qui font du bruit. Les poissons, enfin le monde aquatique est très silencieux. Or, on a affaire à un personnage principal qui est muet, tout comme le personnage amphibien. Ils sont un petit peu seuls, ils sont un petit peu laissés pour compte, dans leur coin. Ils ont un passé douloureux, ou alors un présent douloureux, hein, évidemment. On a l'impression que toute leur vie, ils ont recherché quelque chose, puisque pour la créature amphibienne, on parle quand même d'une sorte de dieu de l'Amérique du Sud, considéré par les Indiens comme un dieu. Dans tout conte de fées qui se respecte, le prince et la princesse, tu le sais dès le début qu'ils vont être ensemble à la fin. Tu sais dès le début quel est le genre de happy end qui se prépare. Sauf que ce qui est encore plus intéressant, et là je peux pas vous spoiler, c'est que même si la fin peut être prévisible dans un sens, connaissant Guillermo del Toro, t'es pas non plus certain de savoir quel va être le genre de fin qui va se mettre en place. Et il y a quand même quelques bonnes surprises. Même si, enfin voilà, ah, que c'est impossible d'en dire plus, comment dire. Mais voilà, Guillermo del Toro nous habitue quand même à des fins assez tristes, que ce soit Crimson Peak ou le labyrinthe de Pan, c'est clairement des bad endings, des sad endings même. Euh, Et alors là, bah, du coup, je me demandais, voilà, est-ce que ce prince et cette princesse vont finir en mode Roméo et Juliette, ou est-ce qu'ils vont finir en plutôt Blanche-Neige et son prince, Cendrillon et son prince, etc., à la Disney. Eh ben, je vous en dirai pas plus. C'est justement là que c'est compliqué de se faire une idée, quoi. Mais la fin du film est magnifique. On utilise notamment quelque chose, une blessure que Elisa s'est faite au niveau du cou. Et alors ça, je pouvais pas du tout imaginer comment le film allait utiliser cette blessure en fin de film. Et waouh! Là aussi, c'est le petit côté magique et conte de fées qui est encore mis au summum de l'imaginaire et du fantastique. Mais pour conclure le film, waouh! Par exemple, je m'attendais beaucoup aussi en début de film, puisque ça sautait un petit peu aux yeux, à retrouver un contexte très Belle et la Bête. Or, il n'en est rien. Si ça ressemble en apparence, tout du moins la bande-annonce ou le concept du film, à l'intérieur du film, il n'en est rien, pas du tout. Derrière cette créature, il ne sommeille pas un humain caché dont on sait qu'il est là, qu'il est recouvert par une malédiction ou n'importe quoi. Il n'en est absolument rien, c'est pas du tout un Belle et la Bête. Et c'est plutôt heureux quand même parce que ce genre de format Belle et la Bête se retrouve sur quand même pas mal de films, l'air de rien. Et ici, on s'en inspire pas tellement, et ça aussi c'est plutôt intelligent parce que du coup ça donne aussi beaucoup de caractère propre à ce film, parce que c'est une romance déjà pas comme les autres, bien sûr, mais une romance entre un monstre et une humaine où, voilà, ça s'est déjà vu pour beaucoup, que ce soit raté, que ce soit plus ou moins intéressant, hein, comme dans Twilight, comme dans La Belle et la Bête. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Dracula de 92, etc. Enfin voilà, chacune a son petit truc. Mais alors un film comme La Forme de l'eau, c'est encore plus grand que tout ça, parce qu'il y a en plus tout ce truc-là autour, toute cette poésie, toute cette fable. Mais alors là où tous ces trucs-là sont plus ou moins fantastiques et divertissement, il y a La Forme de l'eau qui lui est vraiment un enchantement aquatique auditif, enfin, c'est encore une expérience vraiment cinématographique, j'insiste là-dessus, c'est un film à aller voir au cinéma. J'ai pas l'impression que ce soit tiré d'un bouquin, je vous le corrigerai si c'est faux, mais voilà, c'est quand même, ça la tronche d'une création originale, c'est beau, c'est intense, c'est bien foutu. Moi j'ai adoré les musiques, donc ouais, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu me la sortir de la tête, le thème principal, magnifique, c'est calme, c'est tranquille, on se croirait sous l'eau, donc je pense que là, bah, clairement, si c'est ça qui retranscrit, c'est que la musique a bien marché. Alors c'est pas comme ça tout le temps dans le film, il y a peut-être une ou deux chansons qui se glissent, qui sont chantées. Alors là aussi, il y a quand même une force, un certain esprit un petit peu de l'impossible, puisque une chanson quand même avec un personnage principal qui est muet, ça veut dire que la chanson est une image mentale. Alors pour en revenir aussi à ce que je disais par rapport au développement du film et à sa fin, moi j'ai pensé très longtemps aussi, enfin le début du film te fait clairement comprendre, enfin te met dans l'idée que ça va être une fin triste. Parce que pour moi c'était un peu à la Sunset Boulevard, le premier plan du film,
qui est donc très aquatique, qui est vraiment, ça donne tout de suite l'image et le ton. Et là je me disais, oula, ça sonne directement une fin tragique pour nos personnages, on va reprendre exactement le même plan et la même scène pour conclure le film sur quelque chose de triste. Et ça c'est pareil, ça c'est un petit piège de début de film qu'il a un peu glissé je pense, et au final pas tellement, non. Au contraire, cette première scène c'est plus un petit peu une œuvre d'art qui va résumer un peu le film, qui va te montrer un petit peu vers quelle direction, vers quelle couleur, vers quel genre d'ambiance musicale. Petit prologue, la petite mise en bouche, et rien que ça, ouais, ça te fait déjà pas mal réfléchir. Je trouve rien que cette petite scène, tu te dis, bon, d'accord, c'est super, c'est intéressant, ça me donne déjà une bonne idée, qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Et il a quand même réussi à me surprendre et à aller même encore plus loin que ça, et ça, magnifique. Côté message, après, c'est pas bien original, mais on peut se faire... C'est là que c'est le genre de film métaphorique super bien trouvé, contrairement à des Mother, etc., où alors là, c'est démerde-toi, mec, mais démerde-toi. Ici, on a quand même plusieurs pistes qui sont explorées, et après, à vous de voir ce que vous en avez pensé. Ça peut bien sûr vous faire écho à de l'esclavage, puisqu'on a aussi pas mal de mauvaises phrases formulées à l'encontre de certaines personnes de couleur dans le film. Enfin, j'en vois une à un moment, il y a une scène où il est hyper trash. Enfin, ouais, non, il y en a deux. Il y en a clairement deux. Par rapport au statut social aussi, puisqu'on a aussi affaire à des femmes de ménage, à des femmes dans les années 60. On voit clairement que l'image de la femme, là aussi, est assez... sois belle et tais-toi, sois belle et fais-moi la bouffe. Là, l'époque est vachement bien retransposée. On a aussi de la pub un peu propagande américaine. On parle un petit peu de ça, notamment avec le colocataire, enfin le voisin de Elisa, qui fait un super truc. On lui demande juste de changer la couleur. Ça parle de la gelée, mais la gelée, c'est le truc des années 60, c'est le dessert des années 60. Donc, côté époque, c'est magnifique, quoi. C'est super bien fait. Donc, tout ce qu'avait envie de faire Guillermo del Toro et tout ce qu'il avait envie de faire revivre aux spectateurs, c'est réussi, c'est un sans faute, comme je l'ai dit, il n'y a rien à redire. On a aussi des palettes de couleurs qui sont utilisées, comme dans Crimson Peak. À mon avis, les palettes de couleurs, bon, un petit peu moins dans le labyrinthe de Pan, c'était un peu plus coloré, un peu plus sombre par endroits. Dans Crimson Peak, c'était une dualité entre le blanc et le rouge, un peu comme dans Star Wars Les Derniers Jedi. Et ici, clairement, on est dans du vert de gris, vous savez, un peu la couleur de la Statue de la Liberté, c'est ça tout du long, que ce soit sur la terre ferme, ou que ce soit sous l'eau. On est vraiment dans ce ton-là. La créature, quant à elle, est un petit peu plus bleu clair, mais elle est aussi dans ce ton de bleu-vert. Et c'est partout. La voiture du méchant, à un moment, est dans cette couleur. Le garage dans lequel il va aller l'acheter est aussi de cette couleur plein partout. Voilà, le film est aussi vert-gris que ma chambre est rouge. Donc, c'est là aussi le thème choisi, la couleur. Il y a peut-être une couleur qui est explorée dans chacun des films de Guillermo del Toro. Et là, on était sur donc ce vert scintillant, ce vert bleu qui est tout simplement la couleur de la mer, quoi. Parce que la mer, elle n'est pas bleu pétant partout. Elle a aussi des nuances de vert suivant l'endroit dans lequel vous êtes. Vu la tronche de la créature, je pense qu'on a choisi aussi peut-être une eau un petit peu plus trouble, un petit peu plus sombre à l'image de la créature, parce que c'est pas vraiment c'est pas comme un poisson clown où c'est un joli poisson comme dans Nemo autour d'une mer absolument azur, magnifique et resplendissante. Là, non, on est clairement dans des fonds marins un petit peu plus sombres, justement, des fonds marins un petit peu plus solitaires, un peu plus troublés, parce que c'est comme ça que sont nos personnages, c'est comme ça que l'époque et le contexte est retranscrit. Donc voilà, on a l'ambiance qui se coordonne bien avec le décor, avec la musique, tout est parfaitement millimétré. Bravo. Mais bravo. En plus de ça, c'est super bien filmé, enfin ça fonctionne bien. Moi, j'ai vraiment rien à redire. Il faut être perché, hein. Il faut être un peu perché, parce que quand même, pour pouvoir s'attacher au personnage, je pense que c'est ça qu'il faut. Mais bravo, véritable chef-d'œuvre, premier coup de cœur 2018, super, magnifique. Il rejoindra bientôt la collection, donc là ça c'est clair, le film reste, le film me marque. Donc bravo, c'est comme je vous l'ai dit, ça prouve tellement de choses sur Guillermo del Toro, c'était déjà un grand. Et moi j'ai hâte de voir ce que va donner ce film pour les Oscars. Rien que ça, je suis super curieux, très impatient de voir la suite et les retours de ce Shape of Water, de la forme de l'eau. C'est un film dont on n'a pas fini de parler et qui fait partie de ce monde du cinéma qu'on adore, qu'on a envie de préserver, de sauvegarder et qu'on voudrait voir plus souvent. Merci à vous d'avoir suivi la critique de La Forme de l'eau que je vous recommande vivement d'aller voir, vraiment. On se retrouve bientôt pour une vidéo de Bienvenue à bord, ce sera la première depuis un long moment, ça fait presque 6 mois que j'en ai pas fait. Donc voilà, je retourne à Disney dans moins d'une semaine, voilà, ce sera donc un lundi je crois normalement, ce sera les vacances, il y aura peut-être un petit peu de monde. Mais voilà, c'est le retour de Pixey au parc Disneyland et au Walt Disney Studios. Et bientôt le parc Astérix qui rouvre, je vais reprendre un pass. Tout ça va donc revenir, les bienvenus à bord, tout ça, ça va revenir un petit peu plus régulièrement maintenant, enfin je l'espère. Et n'attendez pas, foncez voir La Forme de l'eau. Salut à tous!